Bonjour, je fais cette petite vidéo pour vous proposer un point sur ce qui se passe à l'UPR. Nous sommes le 19 mai 2020. Après avoir tenté pas mal de choses pour essayer d'aider les uns et les autres à trouver un terrain d'entente, voilà, je vais vous dire un peu où j'en suis, moi. Alors ce que je constate, d'où le titre de cette vidéo, c'est que les signataires de la fameuse lettre du 18 avril peinent à séparer leurs réflexions de leur communication. Ils restent persuadés, tout comme François Asselineau d'ailleurs, à son niveau, qu'il suffirait d'avoir raison pour convaincre. Toute l'histoire de l'UPR démontre que cela ne fonctionne que sur une minuscule minorité de gens, et que l'immense majorité reste insensible à ce genre de démarche. Je n'arrive pas à leur faire comprendre qu'en termes statutaires, personne, à l'UPR, n'a le droit de poser la moindre question à François Asselineau sur sa vie privée. S'il continue à l'attaquer sur ce terrain, il n'y aura jamais de terrain d'entente possible. Alors j'avais mis ces derniers jours tous mes efforts pour rédiger un appel susceptible d'apaiser les deux camps et de sortir du triangle de la discorde. Ça s'appelle comme ça, le triangle de la discorde. Alors cet appel, si tout s'était passé bien, aurait été diffusé aux délégués le 18 mai. Ça aurait été l'appel du 18 mai, ça sonnait bien. Il y avait un document prêt, et puis hier soir, ils ont passé un certain nombre d'heures à discuter de plein de choses à changer dedans, et du coup le document n'est pas parti. Et voilà où nous en sommes. Ça démontre encore une fois que la toute première question collective qu'ils auraient dû se poser n'a pas été traitée correctement, et pour moi cette question c'est « Que voulez-vous » Si la réponse est « Nous voulons le départ de François Asselineau », cela signifie le départ d'une bonne partie des adhérents, enfin à supposer qu'ils y arrivent. Mais évidemment, si François Asselineau n'est plus là, beaucoup d'adhérents vont juste partir. Donc obtenir un tel résultat, ça revient à une destruction de l'UPR, tout simplement. Et évidemment, l'autre réponse qui est faite, c'est « Oui, mais nous voulons sauver l'UPR ». Moi je veux bien, avec plaisir, c'est mon souhait le plus cher également, mais alors il faut établir la liste de tout ce qui constitue l'UPR, de tout ce qui suscite l'adhésion des adhérents, même si ce sont des raisons passionnelles. Et dans cette liste, il y a la personne de François Asselineau. Qu'on le veuille ou non, c'est lui qui a fondé le mouvement, c'est lui qui a produit tout le corpus d'analyse sous la forme de textes et de conférences qui nous confortent dans l'idée qu'il faut qu'on libère la France de l'Union européenne. Donc, pour détacher les adhérents les plus fidèles de François Asselineau, il faudrait une intense campagne d'information, et encore. Autrement dit, ce ne sont pas quelques courriels fuités, aussi perturbants soient-ils, qui vont dégourtiser les plus irréductibles. Toute proportion gardée, faire renoncer les adhérents de l'UPR à Asselineau, pour la plupart, ce serait un bouleversement aussi profond que celui vivant un européiste qui renonce à son utopie européenne. Ça arrive, certes, mais cela ne devient un phénomène d'ampleur que sur un temps suffisamment long, et avec des faits très impactants. Par exemple, les conséquences économiques de la crise du Covid-19 ont fait prendre conscience à beaucoup de nos compatriotes qu'il y avait un énorme problème avec l'Union européenne, qu'il y avait un énorme problème avec l'indépendance de la France pour fabriquer des masques, pour fabriquer des médicaments, pour fabriquer des tests, etc. Et que ces problèmes-là découlaient en partie de notre appartenance à l'Union européenne. Donc là, vous voyez, c'est une réalité qui s'impose et qui fait avancer les gens. Bien plus que tout ce que l'UPR a pu dire ou faire depuis 10 ans, quoi. Alors les signataires cherchent des ralliements, comme si le fait de faire nombre pouvait suffire à faire basculer les opinions, alors que précisément, c'est parce que les gens croient en François Asselineau que l'UPR existe. Donc vouloir se débarrasser de François Asselineau, c'est comme vouloir déplacer un arbre en sciant le tronc. L'arbre sera bien déplacé, mais il sera mort. Ça me fait penser aux protestants du XVIe siècle, qui promeuvaient l'Église réformée et qui s'imaginaient mettre à bas le Saint-Siège. 5 siècles plus tard, il y a toujours un pape. Ce que j'essaie de dire, c'est qu'une telle stratégie conduit au schisme. Et dans le cas de l'UPR, un schisme, ce serait la fin de l'unité, sans laquelle l'UPR perd sa raison d'être. Mais oui,
que va-t-il rester de l'Union nationale provisoire si nous faisons de François Asselineau lui-même un sujet clivant? C'est impossible. Vouloir sauver l'UPR en chassant François Asselineau, c'est peut-être logique pour ceux qui ont fait un certain chemin réflexif, mais c'est complètement impossible dans le champ psychosocial actuel de l'UPR. C'est-à-dire dans la représentation que se font une grande majorité d'adhérents de ce qu'est ce mouvement et de ce qu'il incarne. Pour la plupart d'entre eux, pour quasiment tous en fait, ils sont venus à l'UPR par Asselineau et pour Asselineau. Ceux qui y sont venus pour le combat et non pour le leader sont minoritaires. Alors, est-ce que c'est une fatalité? J'en sais rien. Qu'en sera-t-il dans 3 mois ou dans 6 mois? J'en sais rien. On peut faire bouger un champ psychosocial, c'est-à-dire faire évoluer la représentation des gens. Mais ça ne se fait pas d'un coup. Ça demande un énorme travail de communication et des outils communicationnels qui relèvent clairement de la propagande, parce qu'il faut quasiment renverser la perspective des gens. Donc ça, c'est très compliqué. Et désolé en plus, mais en l'occurrence, c'est un peu David contre Goliath, puisque François Asselineau a une mainmise complète sur l'outil de communication du mouvement qui est le site UPR et la chaîne UPR TV. David peut peut-être gagner, mais pour ça, il a intérêt à bien coordonner toutes ses actions et à ne pas se disperser. Et pour le moment, désolé, mais on est loin du compte. S'il s'agit de modifier la représentation que les adhérents ont de leur propre mouvement, d'abord, il faut commencer par en faire de l'analyse, c'est-à-dire bien comprendre quelle est la sociologie de l'UPR. Qui sont les gens qui la constituent? En particulier, quels sont les éléments les plus fondamentaux qui structurent leur adhésion? J'ai posté une synthèse sur cette question, synthèse dont je ne suis d'ailleurs pas l'auteur unique, ni l'auteur principal. Ça s'appelle « L'image de l'UPR, état des lieux et perspective », et je vous mets ce document en lien en dessous de cette vidéo. Et une des phrases dont je suis l'auteur dans ce document, c'est la suivante: « Il appartient aux adhérents de l'UPR de démontrer que le mouvement qui l'a fondé est plus grand qu'un seul homme. » Je vous la répète. Il appartient aux adhérents de l'UPR de démontrer que le mouvement qu'il a créé est plus grand qu'un seul homme. Et puis, ayant dit cela, je donne dans ce document plusieurs pistes pour aller dans cette direction. Alors hélas, de mon petit point de vue, de simple adhérent, je fais le constat que les signataires restent collectivement enfermés dans l'idée de déposer François Asselineau comme préambule, comme préalable à tout, alors que les problèmes posés par les fameuses fuites, les fameuses leaks, comme on dit, pourraient et devraient être posés tout à fait autrement. Alors oui, cette affaire de fuite le discrédite de fait comme candidat pour 2022. Encore faut-il laisser le temps aux adhérents, sous le choc, de se faire à cette cruelle idée. Oui, les adhérents vont se poser la question du leadership de l'UPR, du seul fait qu'il leur est impossible d'imaginer l'UPR sans leader. Et s'il n'y a pas d'alternative, ils suivront forcément le seul disponible, quitte à manger leur chapeau sur les affaires gênantes. J'aimerais sortir de cette impasse, trouver un chemin au bout duquel François Asselineau se trouve de fait valorisé dans ce qu'il sait faire, l'analyse, la pédagogie, les conférences, et laisse la place pour un certain nombre d'autres domaines à des gens qui ont des compétences à un meilleur niveau que le sien. Voilà, alors je pense évidemment à tout ce qui concerne les ressources humaines, le recrutement, et évidemment la question des stratégies électorales, parce que sur le plan électoral, je suis désolé, mais il faut faire le constat que depuis 2017, on ne peut pas dire qu'on progresse, c'est pas vrai. On peut dire marginalement qu'il y a des progrès ici ou là, mais dans des proportions telles que, s'il faut un siècle pour atteindre les 10%, ça va, quoi. Enfin non, ça va pas, justement. Il y a un moment, il faut remettre en question la stratégie communicationnelle pour convaincre l'électorat. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas de stratégie pour convaincre l'électorat. Il y a une stratégie pour encourager les militants, il y a une stratégie pour convaincre les gens qui sont ouverts au raisonnement intellectuel et à la rationalisation, mais les gens ne votent pas avec ça, ils votent avec leur passion, et l'UPR n'a pas de stratégie pour parler aux valeurs et aux passions des gens. Pour l'instant, c'est un truc à développer. Donc l'UPR a besoin que de véritables compétences puissent émerger dans des domaines clés, et à mon avis, la seule porte de sortie, c'est l'arbitrage statutaire.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a une instance qui s'appelle le Conseil national. C'est le Conseil national qui est l'instance de l'UPR qui a le pouvoir de fixer la date du congrès. C'est l'instance de conseil et de surveillance du Bureau national, dont fait partie le président. Et cette instance, eh bien, elle est tout à fait en mesure de s'organiser pour gérer cette crise. Elle est formée, je le rappelle, de tous les délégués départementaux, régionaux et nationaux du mouvement. Alors il se trouve qu'une proposition allant dans ce sens, c'est-à-dire d'un arbitrage par le Conseil national, une proposition dans ce sens a été faite par les délégués de l'étranger, des gens qui résident hors de France, mais qui sont des délégués de l'UPR, et voilà, ils se sont consultés, ils ont discuté. Ils ne font pas partie des signataires, ils ne sont pas ni pro ni anti François Asselineau. Ils ont essayé d'adopter une posture aussi neutre qu'il leur était possible, pour se demander voilà comment est-ce qu'on peut faire pour résoudre ça. Et ils ont fait une proposition, c'est un document de 10 pages, que je vous mets aussi en description, et que je vous invite à consulter, et ça mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Donc voilà où j'en suis, et voilà, et si vous avez des idées, des suggestions, bienvenue. De toute façon, comme dit ce dicton africain que j'aime beaucoup, on va plus vite tout seul, mais on va plus loin à plusieurs. Et j'ajoute, mais ça c'est pas dans le dicton, à condition de savoir où on veut aller. À suivre.